troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Gracien Okindikiza et Gemal Taleb. Et tout de suite, dans l'actualité économique au Cameroun, on accueille sa première agence spécialisée dans la finance islamique. Des produits conformes à la charia seront proposés, une première dans le pays et en Afrique centrale. Ibrahim Ndiaye. C'est une grande première au Cameroun. Afriland First Bank a ouvert une agence dédiée à la finance islamique à Yaoundé, une première dans le pays et en Afrique centrale. La société envisage même d'étendre le réseau au reste du pays. Une stratégie qui peut contribuer à la démocratisation de la microfinance et à l'accès du crédit auprès d'une bonne partie de la population exclue du système bancaire traditionnel. Nous tablons sur 2 milliards de francs CFA de crédit et la collecte de 3 milliards de francs CFA à travers les comptes chèques islamiques durant la première année. Aujourd'hui, dans le monde, la finance islamique représente près de 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec un potentiel de croissance de 25%. Le Cameroun compte de nombreux fidèles musulmans qui pourraient s'intéresser aux offres d'Afriland First Bank. La proportion de fidèles musulmans dans un certain nombre de pays d'Afrique, dont le Cameroun, fait en sorte que la finance islamique devient l'un des moyens qu'il faut étudier et qu'il faut proposer non seulement à la population et aux entreprises. La finance islamique est ce qu'on qualifiait il y a quelques années de finance éthique, avec des principes relativement simples, notamment sur le fait qu'il ne doit pas avoir de principe d'intérêt dans les crédits qui sont accordés aux particuliers ou aux entreprises. En ce sens, pour ceux qui sont adeptes de religions telles que l'islam, la finance islamique constitue le maillon financier dans lequel ils se reconnaissent le plus, et c'est donc naturellement qu'il faut fournir des offres dans des pays où il y a une forte concentration de musulmans tels que le Cameroun. Relever le taux de bancarisation, c'est l'un des défis auxquels doivent faire face les acteurs du monde financier aujourd'hui en Afrique. De nombreux obstacles freinent l'accès de la population aux services bancaires dans plusieurs régions du continent. Toutefois, même si le marché est prometteur, il doit relever certains défis pour assurer son expansion. Il faut bien intégrer que la finance islamique s'inscrit dans un processus. Le Cameroun rentre à peine, donc il faudra déjà mesurer les effets à partir de cette agence test qui a été ouverte par Afriland First Bank pour voir si ça peut être étendu à plus grande échelle. Aujourd'hui, on ne sait pas dire quel en sera l'impact sur le taux de bancarisation. Par contre, on sait que ça va séduire un certain nombre de personnes et en fonction de cela, on saura faire une étude d'impact et voir s'il faut étendre le système à l'ensemble du système financier camerounais. Le développement de la finance islamique représente une opportunité. Le total de ses actifs est estimé entre 1 300 et 1 800 milliards de dollars et pourrait atteindre 2 800 milliards de dollars en 2020. En Afrique, le marché de la finance islamique estimé à 235 milliards de dollars est en pleine expansion. Gemal, que pensez-vous de l'ouverture de cette première agence spécialisée dans la finance islamique ? Je pense qu'il était temps. Il était temps que les finances islamiques se développent, y compris au Cameroun. Et nonobstant le fait que le Cameroun contienne ou pas une communauté musulmane, je pense que contrairement à ce que le sujet dit, n'est pas lié. Les finances islamiques, c'est un argent important, disponible pour être investi. Et il est investi selon des conditions données. Les conditions données, c'est dit dans le sujet, concernent notamment le refus du taux d'usure. En gros, ça s'apparente au modèle classique du leasing. Je prends le risque, je participe au risque et je participe au gain. Et in fine, une fois que je serai rentré dans mes fonds, le produit vous appartient. C'est de la banque tout à fait possible, en tout cas autrement, mais même pas autrement, parce qu'encore une fois, le leasing était une technique bancaire absolument banale. Et donc, cet argent disponible, prêt à être investi, nous dit-on un potentiel de 1 500 milliards de dollars, et il n'y a aucune raison que le continent africain, qui est le continent dynamique, émergent, dans lequel les besoins d'investissement sont assez importants, en soit exclu. Qu'il soit au demeurant musulman ou pas. Le pays qui reçoit le plus des finances islamiques aujourd'hui, c'est la Grande-Bretagne. Ce n'est pas, à mon avis, le plus grand pays musulman au monde. Et donc, il est normal que des pays comme le Cameroun change la législation si elle n'est pas changée pour certains, mais pour beaucoup elle est déjà assez adaptée, et donc on met en place les mécanismes nécessaires pour que ce genre de produits financiers soient encore une fois disponibles et qu'ils contribuent encore une fois à l'investissement et au marché financier du pays. Jean-Marie, la finance islamique ne séduit pas que les musulmans ? La finance islamique est un outil de financement, Fanny, qui
est un outil opérationnel pour l'Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que la finance islamique, on en parle ici, là, mais il ne faut pas oublier la notion de tontine en Afrique. Les tontines, c'est un système de financement, si vous voulez, qui permet aux individus qui se mettent ensemble de pouvoir financer leurs projets. Mais vous n'avez pas de taux d'intérêt au bout. Sur ce plateau, on en a souvent parlé, moi et Djemal, nous en avons beaucoup discuté. La notion de taux d'intérêt en Afrique, le taux d'intérêt, c'est-à-dire les taux d'intérêt atteignent des niveaux rédhibitoires. Et ce qui m'intéresse dans la finance islamique, c'est qu'on revient à la psychologie des Africains. C'est ça la notion la plus importante. C'est-à-dire l'économie, c'est de la psychologie. Je l'ai dit souvent sur ce plateau, tant que dans le domaine psychologique, vous ne placez pas un individu dans un système qu'il comprend, qu'il accepte, auquel il adhère, vous pouvez placer des milliards, vous n'aurez jamais, si vous voulez, d'effet au bout de ça. Donc pour moi, la finance islamique est complètement adaptée à l'Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette notion de taux d'intérêt-là, il ne faut pas oublier une chose, nous parlons d'économie. La notion de taux d'intérêt, c'est quoi? Il faut reprendre l'économie à partir de Smith, lire Adam Smith et tout ce qui s'ensuit dans la pratique commerciale. Sauf que dans la psychologie africaine, cette notion-là n'a pas le même niveau d'acceptation. Donc, pour moi, la finance islamique, elle est complètement adaptée à la psychologie économique africaine. Gratien, la finance islamique peut aider à la bancarisation des populations africaines? Oui, elle peut aider à la bancarisation, surtout qu'au niveau même des prêts, parce qu'il faut se dire que, comme on le dit dans le jargon des banques, les crédits font les dépôts. Comme les gens vont avoir des crédits dans un système donc de la banque islamique, les gens vont déposer aussi de l'argent sur les comptes. C'est-à-dire que finalement, cette banque répond à un besoin des Africains parce que dans plusieurs pays africains, Jean-Marie l'a dit, au niveau des taux d'intérêt qui vont jusqu'à 15, 20%, voire 20%, les gens sont découragés. Et en plus, c'est qu'en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique noire, d'Afrique francophone, d'Afrique subsaharienne, je veux dire, il y a rarement des taux des prêts à long terme. Donc, on ne peut pas construire une maison avec un prêt sur 5 ans. C'est impossible. Or, cette banque va prêter de l'argent et il va y avoir des crédits, un crédit bail, on va payer en fonction de ce qui a été convenu jusqu'à ce qu'on épuise, on rembourse le prêt et la banque en profite, la banque gagne aussi de cette façon. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'il m'a prêté sur 5 ans ou 10 ans, 20 ans, c'est long que je vais rembourser. Ce qui fait qu'avec ces prêts donc, de la banque islamique, on pourra éventuellement régler une partie du problème du logement en Afrique parce que, compte tenu des délais de remboursement, il y a beaucoup de gens qui ne construisent pas les maisons. Donc, ce sont les grandes sociétés, surtout les multinationales qui viennent, qui construisent et qui font louer aux gens à des prix très élevés. Merci. En Afrique du Sud, à présent, les scientifiques dressent les éléphants pour la biodétection. Les premières expériences ont été concluantes. Les pachydermes devront désormais être capables d'identifier les mines antipersonnelles et les pièges des braconniers. Idelette Mirabel-Bissou. En Afrique du Sud, les éléphants sont dressés pour la biodétection. Cette méthode est habituellement utilisée par la police scientifique avec des chiens renifleurs. Mais aujourd'hui, ce sont les éléphants qui identifient les explosifs, les mines terrestres et les braconniers à l'aide de leur odorat très sensible. Nous conduisons beaucoup de recherches sur la capacité olfactive de l'éléphant. Donc ce que nous avons fait, c'est le suivi, voir à quel point un éléphant était capable de suivre l'odeur humaine à travers la route ou même un rhinocéros ou encore un lion. Nous travaillons également sur l'odorat dans le cadre de la recherche d'explosifs ou de la drogue. Ce projet scientifique semble prometteur en Afrique du Sud. Lors d'un essai récent, Chichourou, un éléphant âgé de 17 ans, a réussi avec brio le test des explosifs. Sean Hisman raconte qu'en 2002, il avait dressé 12 éléphants pour la patrouille anti-braconnage au Zimbabwe. Mais l'expérience a pris fin lors de la saisie des terres dans le pays, l'obligeant à migrer en Afrique du Sud pour poursuivre sa passion. Ils font exactement la même chose que les chiens renifleurs aux États-Unis. Ils sont aussi bons que ces chiens qu'on utilise à la fois pour trouver de la drogue et des explosifs. Nous ne menons pas l'éléphant sur la scène, mais nous lui amenons plutôt les odeurs du lieu où nous pensons qu'il pourrait y avoir soit de la drogue, soit un explosif. C'est donc une façon très différente de faire, mais c'est une possibilité tout à fait réelle. En Angola, les éléphants qui ont subi des décennies de guerre civile avaient la capacité d'éviter les zones fortement minées. Les scientifiques expliquent que les éléphants renifleurs représentent une expérience novatrice sur le continent. Tandis que les chiens ont besoin d'un dressage constant, les éléphants semblent comprendre et retenir les parfums sans difficulté.
Jean-Marie, est-ce que ce type d'initiative vous semble intéressante, surtout dans les pays d'Afrique où on sait qu'il y a encore beaucoup de mines antipersonnelles? C'est une très belle initiative dans la mesure où elle évite déjà, si vous voulez, des dépenses énormes, aller acheter des détecteurs modernes pour pouvoir essayer d'éradiquer les mines antipersonnelles qu'on a sur toutes les guerres que nous avons eues en Afrique. Je pense que c'est un moyen à moindre coût qui permet, comment dirais-je, de pouvoir détecter toutes ces mines antipersonnelles-là et les éliminer de manière graduelle. Donc, c'est une bonne initiative qui est prise en Afrique du Sud, qui devrait être, comment dirais-je, étendu à l'ensemble du continent. Et Gratien, contre la lutte contre le braconnage, pardon. Oui, c'est d'abord, au moins cette fois-ci, on a un éléphant qui est capable de faire autre chose. Les gens vont être intéressés à l'éléphant pour s'occuper de détecter les mines ou autre chose, plutôt que de se dire qu'il y a l'ivoire, il faut tuer pour avoir l'ivoire. Cette fois-ci, au moins, l'éléphant va être protégé et éventuellement, on pourra vendre, exporter dans d'autres pays l'éléphant qui est capable de détecter les mines. Donc, ce qui fait que l'ivoire, finalement, n'aura pas beaucoup de valeur par rapport à l'éléphant. Parce qu'au niveau du braconnage, on voit bien, on tue l'éléphant, on retire les ivoires et puis on s'en va. On laisse l'éléphant sur place et qui meurt. Donc, on a au moins une autre occupation, une autre utilisation d'un éléphant qui fait que, éventuellement, ça pourra aussi protéger les éléphants. Gemma, le braconnage est en constante augmentation dans les pays africains où se trouve encore l'éléphant. Quelles solutions s'offrent aux États aujourd'hui? Contre le braconnage, beaucoup de choses. Contre le braconnage, la solution idéale, c'est une police bien formée, bien entraînée, bien équipée, qui soit présente. Mais l'exemple de Gratien est très bien et je le retiens absolument. C'est-à-dire l'idée que l'éléphant contribue, in fine, à sauver des vies humaines, parce que en étant utile contre les mines antipersonnelles, il sauve en définitive les vies humaines. Et que nous, malheureusement, autres êtres humains, nous sommes capables de comprendre ce qui nous protège nous-mêmes, pour le coup, il devient là un élément de protection de l'éléphant lui-même. Et donc, c'est un élément extraordinaire contre le braconnage, c'est bien dit, et un élément important qui donne encore une fois une utilité supplémentaire, si tant est de penser qu'il faille faire comprendre que l'éléphant est utile. Je pense qu'il est absolument très utile. Et donc là, c'est un élément supplémentaire. Et puis, in fine, ça donne un coup de vieux au vieux chien qu'il faut dresser, ça coûte très cher. Et donc là, nous retrouvons tout à fait autre chose. Enfin, malheureusement, l'éléphant ne vit pas partout, pas dans toutes les zones. Tout le continent africain ne peut pas en profiter, mais les pays qui le font, bravo aux chercheurs sud-africains. Parce que pour le coup, c'est tout de même la zone du continent où la protection de l'éléphant est la plus importante, mais là où il y a aussi la concentration la plus importante d'éléphants. Et là, nous trouvons là une fonction absolument utile. Bravo à ces chercheurs. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La communauté d'Afrique de l'Est et les États-Unis ont signé ce 26 février un accord destiné à faciliter les échanges commerciaux et à défricher le terrain aux investisseurs américains dans la région. Washington s'engage à assurer à ses partenaires est-africains des formations dans les domaines de la sécurité alimentaire, des règlements internationaux et des normes de la santé animale et végétale. L'administration Obama a déclaré que cet accord constitue une première plateforme pour un accord global avec le reste du continent. Jean-Marie, que pensez-vous de cet accord ? C'est un accord qui concernant plusieurs États en même temps, et c'est un accord que j'estime positif dans la mesure où il permet, comment dirais-je, on parle souvent de la régionalisation sur ce plateau. La régionalisation, ça voudrait dire quoi? Là, vous avez 5 pays qui signent un accord en même temps, dont ils sont d'autant plus forts. Ce ne sont pas comme des accords bilatéraux qui sont signés entre les États. Et j'estime que l'Afrique de l'Est, ils ont toujours une pratique un peu comme l'Afrique australe, ce qu'on ne retrouve pas énormément en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Ils ont des pratiques qui sont des pratiques avant-gardistes. Ici, là, on se retrouve avec 5 États qui se mettent ensemble. On parle souvent de régionalisation sur ce plateau. 5 États qui se mettent ensemble pour pouvoir signer un accord fort. Et je pense que tous les États, nous déplorons souvent sur ce plateau, souvent quand on parle des compagnies aériennes, du fait que chaque État veuille, si vous voulez, monter sa propre compagnie aérienne. Et on oublie souvent une chose, c'est que l'union fait la force, tout simplement. Et j'estime que c'est un très très bon accord. Les gens de l'Afrique de l'Ouest ils sont toujours assez pragmatiques, si vous voulez, sur ces pratiques internationales. Gratien, est-ce que cet accord vous semble équilibré? Pas vraiment très équilibré, mais en même temps, ce que je peux ajouter, je vais parler de l'équilibre après, c'est que les 5 pays, aucun pays ne pouvait signer un accord seul, parce qu'au niveau de l'East Africa Community, il y a déjà, c'est une zone douanière, il y a une seule zone, la marchandise entre à Mombasa ou Dar es Salaam,
et n'est pas dédouané à l'intérieur, est dédouané juste à l'entrée. Et les formalités administratives sont en train d'être harmonisées aujourd'hui parce que c'est une région où il y a même un parlement. On veut même former une armée qui est au niveau de la sous-région. Mais concernant l'équilibre de l'accord, c'est qu'on demande à ces États d'assouplir l'entrée des marchandises qui viennent des États-Unis. C'est-à-dire que ce n'est pas les marchandises qui partent de l'East Africa pour aller aux États-Unis. On voit bien la contrepartie, on va former pour l'agriculture, autre chose. Cela veut dire qu'il y a une certaine concurrence. Pourquoi les Américains se lancent dans ce domaine? C'est parce que les Chinois aussi commencent à s'intéresser à l'East Africa Community. C'est de bonne guerre entre les Américains et les Chinois. Il reste à savoir si les Africains vont vraiment bien en profiter et ne pas signer des accords qui déséquilibrent les... J'ai mal une réaction rapide par rapport à cet accord. Gratien m'a volé mon argument, et comme toujours, il a l'habitude. Non, c'est absolument... Moi, la générosité des Américains, je n'y crois absolument pas beaucoup. Et comme par hasard, le choix des pays sont toujours les pays dont l'utilité est évidente, la proximité du Proche-Orient n'est pas gratuite, la proximité du pétrole n'est pas gratuite, et Gratien a tellement raison, on leur demande d'abaisser les barrières douanières. D'ailleurs, ce que les Américains eux-mêmes ne font jamais, nulle part pour personne, même pas pour les Européens. Et donc, pardon de dire tout mon amour pour les États-Unis, et évidemment cette grande démocratie absolument respectable, mais enfin sa générosité, j'en doute quand même sérieusement. Merci messieurs. C'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur la chefferie traditionnelle. La semaine prochaine sera consacrée aux femmes dans le monde des affaires. Jean-Marie, merci d'avoir été là. Merci Fanny, merci. Et bonsoir à nos téléspectateurs. Gratien, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Gémal, merci. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.